Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler une nouvelle fois de management avec un autre versant. Vous savez qu'à chaque fois, on essaie d'avoir une mosaïque de regards sur un sujet. Là, sur le management, j'ai invité une personne remarquable dans son domaine, encore un militaire. Vous êtes le quatrième. Donc, nous avions eu deux généraux de l'armée de l'air. Un, Michel Tonini, pour nous parler de l'espace et du management dans un endroit extrêmement confiné. On a reçu Patrick Dutart qui nous a parlé des vertus du briefing et surtout du débriefing avec la cohésion d'équipe, avec la densité d'une équipe que l'on peut avoir justement avec ce mode de travail. Nous avons reçu le général Desportes, armée de terre, pour nous parler de la décision. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir l'amiral Finaz, Loïc Finaz. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Denis. Alors encore un militaire, ça se discute parce que d'abord je suis à la retraite depuis cet été. Jeune retraité. Et ensuite, certains esprits facétieux, dont je ne fais pas partie, vous diraient, un marin est-il vraiment un militaire? Donc, alors, moi, là, ce ne sont plus du tout mes sujets. ma réponse est oui, mais bon, C'est vrai certains peut-être. D'accord. Et donc, l'idée, c'était qu'il partage avec vous son expérience de management. Et en plus, le hasard fait qu'il vient de sortir un ouvrage que je vous recommande tous. Je vous montrerai justement la jaquette de son ouvrage à la fin de cette interview, qui est donc sur le management, la liberté du commandement. Oui, absolument. Ce sont mes credos parce que militaire ou pas, je le redis, je suis militaire. Militaire ou pas, j'ai eu la chance d'avoir une carrière qui a fait de moi un chef. Oui. Tout au long de ma carrière. Et donc j'ai un certain nombre de credos qui procèdent à la fois de ma réflexion, mais surtout de mon vécu de 40 ans d'expérience du commandement. Et il se trouve que ces credos étaient connus par mon éditeur et ça faisait longtemps, plus de 5 ans qu'il me tannait pour que je les couche sur le papier pour en faire un livre. Je lui ai longtemps dit non et puis j'ai pensé qu'au moment où je quittais effectivement la marine, cette institution que j'ai tant aimée, peut-être que je pouvais les écrire et pour les partager. Et nous avons la chance d'avoir également, j'ai beaucoup aimé l'expression, un écrivain, un marin écrivain, puisque vous êtes à votre 6e ouvrage. C'est mon 6e livre, oui. Et vous avez écrit des romans. Alors mes premiers livres romanciers de marine. Sont à la fois des romans et de la poésie, des recueils de poésie. D'ailleurs, Michel Déon, dont j'étais très proche, qui était un homme absolument merveilleux, disait même de mes romans que c'était des romans de poètes. Voilà, donc je suis catalogué comme le poète chez les écrivains de marine. Vous voyez, donc il n'est pas que militaire, ou alors en tout cas c'est un militaire très particulier. Et moi j'aimerais vraiment que vous nous éclairiez sur cette période avec votre expérience de commandement, parce que justement vous étiez un petit peu comme Michel Tonini dans l'espace. Finalement vos troupes d'abord ont besoin d'un vrai chef, parce que c'est quelque part un milieu confiné, un bâtiment. Un bâtiment de guerre. Complètement un milieu confiné, on peut même penser que c'est un véritable huis clos, et qui effectivement rend les exigences managériales, qui sont partout nécessaires, hein. Il n'y a pas de milieu qui échappe à ça, mais c'est probablement encore plus crucial dans un huis clos comme celui d'un bâtiment de combat en mer, pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que vous avez la mer en face de vous, et que si vous faites n'importe quoi, vous le payez très cher. C'est une leçon permanente d'exigence et d'humilité, la mer. La deuxième raison, c'est que vous avez la mission, et qu'en plus, pour les militaires, cette mission peut très très vite se sanctionner par la mort, que ce soit celle que vous portez ou celle que vous pouvez recevoir. Et là aussi, c'est une exigence très très forte, surtout lorsqu'on a la responsabilité des hommes et des femmes qu'on vous a confiés, votre équipage. Et la troisième raison, justement, c'est votre responsabilité de patron vis-à-vis de cet équipage, ces hommes et ces femmes qu'on vous a confiés, parce que je suis convaincu que commander, c'est d'abord servir les hommes et les femmes qu'on vous a confiés. Je pense que ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des plus belles façons de servir les autres. C'est ça que je voulais vous demander. Quelle est votre définition du commandement, justement? Alors, Et comment vous l'avez exercé, vous, par rapport à d'autres amiraux, peut-être? Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup d'essayer de me comparer aux autres, mais ce que je pourrais dire, c'est que d'abord, il me semble fondamental que tout chef, et là encore, où qu'il soit le commandant d'un bateau de guerre, ou qu'il soit un chef d'entreprise, ou qu'il soit responsable d'une communauté d'hommes et de femmes qu'on lui a confiés, tout chef doit, à mon avis, ne jamais perdre, et c'est pas seulement le marin que je suis qui parle, c'est 4 points cardinaux. Et quels sont pour moi les 4 points cardinaux du chef? D'abord, c'est la mission. Nous avons une mission. La deuxième chose, c'est qu'elle doit avoir un sens. Et si ce sens nous est donné, c'est une bonne chose. Et à ce moment-là, le rôle du chef, c'est de l'expliquer. Et si ce sens n'est pas là,
ou difficile à trouver, c'est la responsabilité du chef, c'est la responsabilité du patron de le trouver ce sens et de le dire. Sinon, ça vaut mieux en défaut. Absolument, sinon il peut rien se passer de bon. Le troisième point cardinal du chef, ce sont les circonstances. L'exercice du commandement, ça s'incarne dans la vie réelle, pas dans la virtualité. Et donc on est face à des circonstances et on doit sans cesse les prendre en compte. D'ailleurs, c'est très intéressant d'observer un homme qui était obsédé par les... Observé d'ailleurs, lapsus révélateur, mais obsédé par les circonstances, c'est Napoléon. Napoléon en parle tout le temps et il a complètement raison. Et puis enfin, le quatrième point cardinal, ce sont les hommes, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qu'on vous confie. Et donc être chef, c'est d'abord avoir compris qu'on a 4 points cardinaux, la mission, le sens, les circonstances et les hommes, et qu'on ne doit jamais les oublier. Et quelle que soit la nature des responsabilités qui nous sont confiées, quel que soit l'endroit où on exerce ces responsabilités, être chef, c'est d'abord avoir compris qu'il y avait ces 4 points cardinaux, ils sont fondamentaux, on doit toujours les prendre en compte. Donc être chef, à mon avis, c'est d'abord ça, et ça c'est vrai pour tout chef. Et vous avez été sur des théâtres d'opération, j'imagine ? Alors, d'abord, j'étais sur un premier théâtre d'opération qui a été permanent, c'est la mer. Oui, la c'est mer, vrai. c'est un théâtre d'opération. Et les marins ont à la fois... C'est même pas qu'ils soient vertueux, mais ils ont cette chance qu'à chaque fois qu'ils appareillent, ils sont dans la vie réelle. Parce que la mer, c'est la vie réelle, c'est un théâtre d'opération. C'est un milieu dur. Quelle que soit la mission, et elle peut être très variée, et en plus vous voyez que dans la marine, puisque que vous soyez pilote de chasse dans l'aéronaval et sur un porte-avions et qu'on vous fasse agir au-dessus de l'Afghanistan, ou que vous soyez sous-marinier et que vous fassiez de longues patrouilles sous l'Atlantique, que vous soyez commando, ou que vous soyez spécialiste de la guerre des mines, donc vos missions sont très variées, mais quoi qu'il arrive, votre théâtre d'opération, c'est la mer, et ça c'est toujours un théâtre d'opération, ça n'est jamais un théâtre d'exercice. Oui, c'est vrai. Et le milieu est dur. Alors, c'est un milieu extrêmement poétique. Moi, je pense que tous les marins sont poétiques. Mais bien évidemment, c'est un milieu qui est très dur, qui est exigeant et qui pourra sanctionner très très vite, même si je pense que c'est pas le rapport qu'il faut avoir avec la mer, c'est pas se dire qu'elle est dure et qu'elle va nous sanctionner. Mais honnêtement, il ne faut jamais l'oublier. Effectivement, toute médiocrité, toute négligence sera payé très vite, et tout orgueil aussi sera payé très vite. C'est une leçon d'humilité permanente, et il ne faut jamais l'oublier, et c'est ça qui vous conduit ou vous pousse à être un chef encore plus à la hauteur des responsabilités, des exigences qui lui sont confiées. Alors heureusement, il n'est pas tout seul, le chef. Et alors, ça aussi c'est vrai partout. Nous marins, nous avons l'immense chance, parce que c'est une chance en fait, de comprendre très vite l'importance de l'équipage, qui effectivement est extrêmement développé. Il y a probablement peu d'équipes plus emblématiques qu'un équipage. C'est la notion d'équipe à son summum. Mais ce que j'ai dit de l'équipage, c'est vrai partout, même si on le sent moins. Et donc le marin a la chance d'être très vite façonné, conditionné par ce que j'appelle les vertus d'équipage, les vertus de la vie d'équipage. Et lorsqu'on les a comprises, mais lorsque vous êtes en mer, vous les comprenez très vite, et bien effectivement, ça vous aide à être un chef meilleur, c'est-à-dire à la fois plus performant et capable de s'occuper avec harmonie de cette communauté qu'on lui a confiée. Et vous avez fait le parallèle parce que ce jeune retraité a beaucoup d'activités, il a beaucoup de projets. Entre autres, d'ailleurs, il propose ses expériences dans le milieu de l'entreprise. Et effectivement, le sens et les vertus de l'équipage, vous les retrouvez dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise. Mais évidemment, je crois que c'est facile pour un marin d'en parler, mais ça n'est absolument pas réservé aux marins, ni aux militaires en général. La vie d'entreprise retrouve ces mêmes vertus. Et je pense que c'est cette association que je propose, on pourrait en trouver d'autres, mais voilà, j'en ai choisi 7 pour parler de cette vertu d'équipage, sont pour moi véritablement les sources donc, de performance et d'harmonie de tout système, tout bâtiment de combat, mais aussi de toute entreprise, et c'est valable partout. Alors, quelles sont-elles, ces 7 ? Je vous propose qu'on les évoque rapidement. Avec grand plaisir. Elles reposent d'abord... Alors, pourquoi des associations ? Ça, c'est le premier point auquel je voudrais venir, c'est que, en fait, d'abord, le commandement... La responsabilité des hommes, c'est quelque chose de collectif. Ça n'est pas quelque chose d'individuel. Quand on réfléchit sur les qualités d'un leader, avoir une approche individualiste de ces notions-là, c'est n'importe quoi. C'est même complètement débile. C'est pas individuel, c'est collectif. Et d'autre part, donc c'est pour ça qu'il est bon déjà de jamais laisser une qualité toute seule. Et d'autre part, il est bon de mettre des qualités au regard au minimum d'une autre. Je vais prendre un exemple tout simple.
Si on demandait, là nous sommes dans le jardin de Luxembourg, si on demandait aux gens qui sont autour de nous, écoutez, nous parlons du management, donnez notre avis, est-ce que vous pensez que le charisme, c'est une qualité pour un chef? Je suis sûr que tout le monde me répondait, ah bah oui, bien sûr, le charisme, c'est important. Et moi je réponds, non, c'est complètement idiot. Parce que ce chef, si c'est un crétin ou un salopard, son charisme, c'est tout sauf une qualité, au contraire, c'est une circonstance aggravante. Si en revanche vous mettez son charisme au regard de son éthique, et que vous dites effectivement, l'association de son charisme et de son éthique vont nous permettre de dire si c'est un bon chef ou pas, si ce sont des qualités, je dis oui. Donc j'achète le couple charisme-éthique. Ce qui enclenche la légitimité. Alors ce qui par ailleurs effectivement donnera la légitimité, mais mon premier commentaire il est là sur la nécessité de ne jamais aborder une vertu ou une qualité toute seule, il faut toujours la mettre au regard d'une autre. Et donc j'en propose 7 de ces associations, ce sont celles des vertus d'équipage. C'est d'abord autonomie et solidarité, fonction et responsabilité, hiérarchie et participation, exigence et bienveillance, intelligence et courage, culture et énergie et parole et temps. Et si vous voulez, on peut avec grand plaisir, rapidement. Avec grand plaisir, parce qu'en fait, ça c'est vraiment transposable dans une entreprise. Complètement. Et comme un chef d'entreprise, souvent, et en plus en ce moment, en raison de plus, où on est le nez dans le guidon, où on part au plus urgent, où on essaie parfois de survivre, ça c'est peut-être des piqûres de rappel qu'il faut faire. Il faut vraiment aller sur le terrain pour justement peut-être passer une demi-journée ou une journée avec les cadres, avec le management, avec le CODIR, pour réinfuser un petit peu ces valeurs-là. Absolument, parce que ce sont des notions très simples à dire. Elles peuvent être plus difficiles à vivre, mais elles sont très simples à dire. Et prenons par exemple les premières. Exactement, il faut les incarner. Autonomie et solidarité. Vous voyez d'ailleurs combien ces deux qualités d'autonomie et solidarité, dans notre monde qui est là, ça a tendance à être de plus en plus individualiste et assisté, combien c'est important. Et l'autonomie et la solidarité, c'est fondamental parce que c'est ce qui permet, c'est la première façon d'accéder à la performance, avec la compréhension par le chef qu'il ne peut pas y avoir d'autonomie et de solidarité si le chef ne suscite pas, c'est pas seulement laisse, mais ne suscite pas l'initiative. Ça, c'est fondamental. Parce que l'initiative, c'est justement l'incarnation de l'autonomie et de la solidarité. Et en même temps, il ne peut pas avoir d'initiative si le chef n'accepte pas qu'il y ait des erreurs. Ça n'a rien de dramatique. On est tous des humains, on fait tous des erreurs. Et il est fondamental absolument que le chef dise « Prenez des initiatives. Je sais que de toute façon, 9 fois sur 10, elles seront bonnes et efficaces. » Bien sûr. Et puis la 10e fois, lorsqu'il y aura une boulette, d'abord, c'est pas grave. Et surtout, c'est mon rôle de patron de corriger le tir à ce moment-là. Et je corrigerai le tir avec vous. Et pour cette 10e initiative qui aurait été malheureuse, mais sans drame, il y en aurait eu 9 bonnes. Et c'est ça la performance. Et le management avec l'erreur est un management puissant. Parce que là, on est sûr que ça ne se reproduira pas, mais tout est en fait dans ce fameux débriefing de l'erreur. Parce que c'est comme ça qu'on apprend en plus. Exactement. Et si on est figé parce qu'on n'accepte pas l'idée qu'il puisse y avoir une erreur, il ne peut pas y avoir d'initiative, il n'y a aucune autonomie, et la solidarité sans autonomie est totalement vaine, elle ne sert à rien. Donc c'est absolument fondamental. Voilà, ça c'était la première association. La deuxième est aussi tout à fait importante, elle repose sur les mots de fonction et de responsabilité. Fonction au pluriel, responsabilité au singulier. Et en fait, c'est l'idée, alors que là justement un bâtiment de combat permet de très bien comprendre ça. À bord de nos bâtiments de combat, vous comprenez bien quand je dis ça, je sous-entends à bord de la société en général, de toute entreprise, nous avons tous des fonctions différentes qui procèdent des parcours que nous avons eus, des sélections d'où nous sommes issus, des apprentissages que l'on a fait, donc on a des fonctions différentes. Mais au-delà de ces fonctions différentes, nous partageons tous la même responsabilité. Nous sommes tous les uns les autres aussi importants les uns que les autres. Et ça, c'est fondamental. Et je vous propose un exemple tout simple qui va bien le comprendre. Lorsque je commandais les différents bâtiments de combat que j'ai eu la chance de commander, lorsqu'on rentrait à quai, ma fonction de commandant, c'était de conceptualiser la manœuvre et de l'ordonner. Ça, c'était ma fonction. Et puis, j'avais à côté de moi un jeune garçon ou une jeune femme qui avait à peine 20 ans, qui était le barreur. Et le barreur, en plus, sur ces bateaux, il y a une barre à roue, mais c'est juste pour des raisons ergonomiques. En fait, c'est un interrupteur, gauche-droite. Donc la fonction du barreur, c'est d'appuyer sur un interrupteur à gauche ou à droite. C'est pour ceux qui se souviennent des visiteurs, c'est jacouille dans les visiteurs, jour, nuit, jour, nuit. D'accord. Vous pensez ce que vous voulez de la fonction du commandant qui conceptualise et qui ordonne, et du barreur dans sa fosse qui avait fait juste son jacouille. Ce qui est important, c'est qu'ils sont
tous les deux aussi importants l'un que C'est un l'autre. couple. Et tous les deux le savent. Oui. Et ça, c'est d'abord un ciment social exceptionnel. Et surtout, c'est la clé de la performance. Oui. C'est absolument fondamental. On reconnaît l'importance de chacun dans son rôle. Absolument. C'est essentiel. Ensuite, hiérarchie, participation, c'est un peu la même idée. C'est l'idée que on a besoin partout, vous savez, cet éternel débat sur l'organisation verticale ou l'organisation horizontale. Oui. En fait, là aussi, il est débile. Les deux sont nécessaires. Oui. Hein. Seulement, elles sont nécessaires, je reviens aux points cardinaux des chefs, en fonction des circonstances. Oui. Il y a des lieux et des circonstances où il faut, à un moment donné, une organisation verticale. Sur les bâtiments de combat, c'est très clair. Notre hiérarchie, qui est la plus forte qu'on puisse trouver, elle existe parce qu'au combat, c'est l'organisation la plus rapide. Oui. Lorsque vous avez un missile aux fesses, Oui. vous avez quelques secondes, voire quelques dixièmes de Oui, seconde c'est ça, pour oui. raisonner. C'est pas là que vous allez réunir le COMEX et encore moins le comité d'entreprise pour Bien dire entendu. qu'est-ce qu'on fait, on part à gauche ou Exactement. à droite. Donc Oui. l'organisation horizontale, donc la hiérarchie, à un certain moment donné, elle est nécessaire pour une raison pratique, sur les bâtiments de combat, c'est parce que c'est la façon de réagir le plus vite possible. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une organisation horizontale et les gens ne savent pas, la hiérarchie militaire, tout le monde croit la connaître. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à bord d'un bâtiment de combat, le pacha, alors pas au combat, il n'a plus le temps de discuter, Oui. mais dans le quotidien du bateau, passe sa vie à demander à son équipage leur avis sur tout. Ouais. Pour deux raisons. Première raison, c'est parce que quand on est 10 pour résoudre un problème, a priori, on a plus de chances de trouver les bonnes solutions que quand on est tout seul. Et la deuxième raison, qui est plus importante encore, c'est que c'est en faisant ça qu'on bâtit la confiance Oui. que ensuite la hiérarchie au combat, quand on n'a plus le temps d'échanger, pourra utiliser. Les systèmes hiérarchiques ont besoin de confiance pour être efficaces, Oui. mais ils ne l'ont jamais créé. C'est bien la participation horizontale qui l'a créé. C'est pour ça qu'hiérarchie et participation, c'est fondamental. Et le débat entre organisation ou l'opposition que tant de gens veulent faire entre organisation verticale et organisation horizontale est idiot. On a besoin des deux. On a besoin des deux. C'est une sorte de courbe d'expérience en fait, avec de l'entraînement, qui fait que le Alors, jour J où on en a besoin, En plus, elle vous est avez tout de suite- l'entraînement qui va permettre Voilà. ensuite de rôder tout ça pour que ce soit efficace au bon moment et que justement le choix entre plutôt une organisation verticale, plutôt une organisation horizontale Ouais. se fasse naturellement en fonction des circonstances. Donc Loïc, en fait, dans les entreprises, c'est exactement ça. Il faut habituer le management à s'entraîner régulièrement pour être prêt face à l'exceptionnel, finalement, quelque part. Alors, il faut qu'il soit prêt face à l'exceptionnel et il ne peut être prêt face à l'exceptionnel que si, 1, il a au quotidien bâti la confiance, Oui. 2, il a été capable de mettre en place un système de délégation, Mhm. et c'est effectivement ce que autonomie, solidarité et aussi utilisation intelligente de l'hiérarchie et de la partition pour permettre, parce que au combat, on peut très bien On est dans comprendre ce que ça veut l'hyper-opérationnel, dire quoi, le là, pour le combat, coup. y Oui, compris oui. pour une entreprise. Oui. Il faut que chacun soit à sa place et chacun a son rôle. Si le chef est obligé de remplir le rôle de chacun, il ne peut pas remplir son rôle de chef, qui est en toutes circonstances d'avoir du recul pour regarder que tout se passe bien, et puis surtout de préparer le coup suivant. Oui. Et si vous êtes Faut en aussi train voir de clair. gérer vous-même l'ensemble de la robinetterie, C'est pas possible. ce qui se passe à un moment donné, Oui. vous risquez pas de préparer On le est coup submergé. suivant. Or, c'est le rôle du patron de préparer le coup suivant. Ouais. Donc tout ça, c'est absolument fondamental. Et au-delà de cette claire vision de ces organisations, de leur nécessité, il est sûr que aussi l'entraînement, ou ce qu'on peut Oui, appeler l'entraînement, bien sûr. mais il est évident que même dans le monde de l'entreprise, on peut trouver Il n'y a pas de ce secret. que ça hein. veut dire l'entraînement, eh bien Ouais. c'est fondamental. Oui. C'est ce que moi je propose aux chefs d'entreprise, et ce que j'appelle les stress tests. En fait, c'est d'habituer, d'entraîner le comité de direction à des situations exceptionnelles pour que justement le jour où ça arrive, ils aient l'esprit le plus clair possible pour préparer le coup d'après. Absolument. Sinon, on est submergé et on se noie. C'est quoi. complètement nécessaire. Et même lorsque les tests que vous avez faits ne vous ont pas préparé pour la crise que vous subissez, parce que Non, mais il y a vous un n'avez pas process. misé, exactement, malgré tout, vous êtes Ouais. beaucoup plus réactif et vous êtes prêt à gérer cette crise, même s'il n'est pas exactement ce que vous aviez imaginé. Ouais. Ouais. Bon, alors ensuite, Point suivant. quatrième association, elle est Voilà, fondamentale. dites-moi, tout ça, c'est dans votre ouvrage. Oui, oui, tout ça, on Donc, le je vais trouve. vraiment le montrer. J'ouvre une parenthèse, excusez-moi Loïc, je ne l'ai pas précisé à nos auditeurs. Nous sommes au Luxembourg, mais nous avons fait des tests, on est safe, on a les masques au cas où et ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, on fait quand même très attention. Quatrième point. Exigence et bienveillance. Alors c'est intéressant parce que cette association, les 3 premières associations que je viens d'évoquer sont éminemment collectives. Les 3 dernières seront plus calées sur les qualités des chefs. Et cette association-là, elle est intermédiaire parce qu'elle est à la fois collective et individuelle. Exigence et bienveillance. Un chef qui n'est pas exigeant n'obtiendra et ne construira jamais rien. Un chef qui n'est pas bienveillant ne bâtira rien dans la durée. C'est absolument fondamental. Il y aura des staffs qui s'en vont d'ailleurs. En plus, il perdra ses hommes ou Voilà. il les rendra malheureux. Mais
on ne peut rien faire sans cette double association de l'exigence et la bienveillance, qui, l'une comme l'autre, sont sans intérêt toutes seules. Oui. Sans intérêt toute seule. L'exigence toute seule, elle finira par être stérile. Et la bienveillance sans exigence n'a jamais rien donné. Donc exigence et bienveillance, c'est fondamental. Si un chef doit avoir deux premières qualités individuelles, mais au service du collectif qu'on lui confie, c'est bien l'exigence et la bienveillance. Ensuite, énergie et culture, c'est fondamental. Énergie parce que, et là aussi c'est réducteur ce genre de phrase, mais si un chef ne devait plus être qu'une seule chose, c'est une énergie. Parce que c'est son énergie individuelle qui va ensuite communiquer et provoquer l'énergie des autres. C'est fondamental. Donc l'énergie, il ne se passe rien. Et puis enfin, je rappelle que sur le champ de bataille, le vainqueur, c'est pas toujours le plus beau, c'est pas toujours le plus grand, c'est pas toujours celui qui a le plus d'effectifs. Exactement. En revanche, de manière certaine, c'est toujours le plus endurant. Donc l'énergie est fondamentale. Et alors pourquoi la culture en face de l'énergie? Pour au moins deux raisons. La première raison, c'est parce que la culture, c'est déjà en soi une source d'énergie. Parce que sans culture, vous êtes incapable d'avoir une vision, et sans vision, un chef ne pourra jamais dire, d'abord jamais comprendre comment il doit remplir sa mission, et jamais la partager avec ceux qu'on lui a confié en disant voilà ma vision, voilà où je vais vous emmener. Donc la culture, c'est une source d'énergie puisque ça va permettre la vision. Sans vision, on n'appareille pas, on ne se lève pas, on reste dans son lit. Non, c'est vrai. Et puis deuxième raison de la culture, c'est ce qui vous permet de ne pas franchir les lignes jaunes. De savoir que lorsque vous êtes au vent du danger, il y a des choses que vous pouvez faire et d'autres qu'il ne faut pas faire parce que ça n'est pas intéressant, ça n'est pas bon. Donc la culture, c'est fondamental, c'est à mettre au regard de l'énergie. Pour ces deux raisons, c'est absolument fondamental. D'accord. Intelligence et courage ensuite. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Il faut absolument qu'il y ait une cohérence chez les chefs, chez tout le monde d'ailleurs, mais chez les chefs, entre intelligence et courage. Parce qu'un chef très intelligent, il va du coup, grâce à son intelligence, sa capacité d'analyse, très bien voir l'ensemble des problématiques et des embûches qu'il y a en face de lui. Et s'il n'est pas courageux, cette claire conscience de toutes les problématiques en face de lui fera qu'il ne pourra jamais décider et trancher. Et donc il sera un mauvais chef. Il sera un bon conseiller, mais pas plus. Exactement. Il sera ce qu'on appelle par ailleurs, même si c'est facile et pas très gentil, un bon technocrate. Mais ça fait pas des bons chefs. Non, c'est vrai. Et donc, et à l'inverse, un chef très courageux mais idiot, ça sera vite une catastrophe. Donc, chez un chef, il est absolument fondamental qu'il y ait cet équilibre entre intelligence et courage. C'est absolument fondamental. Comme quoi, on peut devenir chef. Ça ne s'improvise pas spécialement et il faut développer certaines vertus qu'on n'a peut-être pas automatiquement. On ne naît pas chef, alors on n'est évidemment pas égaux face à ça, on a des talents différents bien sûr, mais qu'on soit talentueux ou qu'on ne le soit pas, qu'on ait ou non des prédispositions, on ne naît pas chef, on devient chef. Et ça part par un parcours initiatique. Et ce parcours initiatique, c'est une succession de formation et de sélection, c'est fondamental. Les systèmes qui oublient ça, ont peu de chances de générer les chefs dont ils ont besoin. Et on n'est jamais parfait. Il faut sans arrêt toujours travailler dessus, se perfectionner finalement. Et ce parcours initiatique, c'est celui de toute une vie et sans cesse. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'en règle générale, en tout cas bien souvent, les plus talentueux, ceux qui ont la chance d'exercer ces responsabilités et qui sont des bons chefs, en fait, ils sont encore plus conscients que les autres de la nécessité de continuer à progresser. Cette espèce de paradoxe étonnant de que plus vous êtes médiocre, moins vous avez conscience qu'il faut bosser. Oui, alors il n'y a pas que dans le domaine du chef que ça fonctionne. Bon, et puis la dernière association de cette association, c'est la parole et le temps, parce que c'est par la parole que le chef va poser sa vision et son action, c'est par la parole qu'il va mettre en marche ce qu'on lui a confié, c'est par la parole ensuite qu'il va guider et scander. D'ailleurs, je ne devrais pas seulement dire la parole, je devrais dire par le postillon, parce que dans notre monde numérique, c'est pas à travers un écran qu'on commande, c'est par le postillon. Évidemment, alors en temps de Covid, par le postillon, c'est pas très heureux, je vous l'accorde, mais rassurez-vous là, on est au grand air. Là, ça va. Mais la parole, c'est fondamental. Et le temps, parce que cette parole, elle doit s'inscrire dans le temps, il n'y a que la virtualité qui échappe au temps, la réalité, ça s'incarne dans le temps, donc c'est absolument fondamental. Parole et temps doivent en permanence scander l'action du chef. Le temps, très important, la notion de temps. Du temps à la fois, du temps long et du temps court. C'est ça. Le bon chef, c'est celui qui est capable d'inscrire non seulement ses décisions, son action dans l'instant, parce que le vécu est dans l'instant, mais aussi l'inscrire en permanence dans le temps long. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est probablement quelque chose que les militaires savent faire. Quand vous recrutez quelqu'un à l'école navale, vous recrutez quelqu'un qu'il faut pour la marine comme chef de quart 3 ans après, mais dont vous savez aussi que l'un d'entre eux
30 ans après, il sera un officier général et 35 ans ou 40 ans après, il sera le grand patron de la marine. Exact. Aujourd'hui, on est en train de lancer et de travailler sur un futur porte-avions ou sur nos nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Oui. Ce sont des bateaux qui seront encore là à la fin du siècle. Oui. Et qui, à la fin du siècle, devront toujours être performants. Donc, il faut sans cesse inscrire son action dans l'instant et dans la durée. Oui. Mais moi, j'observe ça de très très près et j'essaie de partager cette vision-là avec les chefs d'entreprise parce que on est sous, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, on est quelque part des gamins américains, on est sous tropisme américain dans notre éducation. Et le problème du monde anglo-saxon, et moi je viens du monde de la finance, c'est qu'on est dans l'hyper-instantanéité, à sortir des résultats en permanence tout de suite. Et il n'y a plus de temps long, c'est que du temps immédiat, en bourse ou ailleurs, et on oublie le temps long. Sauf que si on n'a pas de vision et si on ne s'inscrit pas dans le temps long, ça se finit toujours en catastrophe. Toujours. C'est probablement l'un des drames de la financiarisation du monde de l'économie et du monde des affaires. Parce qu'effectivement, bien sûr qu'il faut prendre en compte le temps court, bien évidemment. Et de toute façon, on est obligé. Bien sûr. Mais ne prendre en compte que le temps court et accepter en fait de perdre dans la durée pour des gains à court terme. C'est non seulement pas bon, mais on le paye toujours. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe en ce moment, où on a un empire qui est en train d'émerger, où on commence à avoir une co-gouvernance sur un certain nombre de sujets, qui lui est inscrit dans le temps long. Absolument. Dans le temps très long même. On peut critiquer, d'ailleurs je fais partie de ceux qui les critiquent, hein. Je n'ordonne pas des gages, mais la Chine et la Russie par exemple, on peut ne pas aimer leur mode de management, leur actuel patron et leur mode de management, Xi Jinping et Poutine. Voilà. Et à juste titre. Oui, tout à fait. Non, mais on fait avec, revanche, ils sont là. Il y a quelque chose qu'on peut leur accorder et dont nos dirigeants à nous devraient effectivement s'inspirer, c'est l'inscription de leur action dans le temps long. Oui. Bon, et là encore, quand je dis ça, ce n'est pas pour les défendre, mais simplement pour observer qu'au moins ils réussissent ça, ce que nous faisons très mal et c'est dramatique. Et ils s'inscrivent dans le temps long. Vous savez, alors le marin que je suis, la Chine, la marine française, c'est... Alors ce genre de jugement est un peu hâtif, mais pour simplifier, en gros, c'est la 4e marine du monde. Oui. La Chine construit une marine française tous les 4 ans. Oui. C'est bluffant. C'est bluffant et c'est effarant. Oui. Et elle construit elle-même. Et nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on se fait on se bat tous les samedis dans les rues de Paris, quoi. Non mais au secours. Oui, tout à fait. Au secours. Oui. Et je pense que d'ici une petite dizaine d'années, ils auront un outil militaire qui sera quasiment équivalent à l'outil américain. Parce qu'on a vu... à ce rythme-là, ils vont effectivement rapidement les rattraper et les dépasser. Ça va très et sur certaines capacités aujourd'hui, ils sont même déjà devant tout le monde. On le voit sur les sous-marins, bientôt 3 porte-avions. Les frégates, pareil. Ils ont privatisé la mer méridionale de Chine et ils la défendent. Mais pour une raison bien simple. Alors là encore, c'est leur Méditerranée à eux. C'est pas pour les défendre. Bien au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment pas à la hauteur des exigences, des réponses qu'on devrait leur apporter. Mais si vous voulez donner à chaque Chinois le même mode de vie que les Américains, il faut 5 planètes Terre. Oui. Ça, c'est un... les Chinois, ils l'ont compris. Oui, tout à fait. Ils l'ont compris. C'est un vrai problème. Tout ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, on regarde ça et on laisse passer. C'est l'heure de conclure. Alors, on a beaucoup voyagé. On a vu ces 7 dyades nécessaires pour faire d'un chef un bon chef et pour vraiment s'inscrire dans le temps long, dans les résultats, bien évidemment, dans les résultats. Donc en résumé, Loïc, le commandement, quel est le titre de votre ouvrage? La liberté du commandement. La liberté du commandement. Génial comme en résumé, en fait, c'est très simple. Une fois de plus à énoncer, différent peut-être à vivre, mais c'est très travail, simple. Bien entendu. Mais s'il me faut résumer en peu de mots tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que c'est commander? C'est pas compliqué. Et ça, c'est mon credo le plus fort. Commander, c'est aimer. Oui. Tout le reste n'est que discours. Oui. Si on n'aime pas les gens, ça ne fera jamais rien. C'est aimer en particulier ceux qu'on vous a confiés, les hommes et les femmes qui sont votre aimer équipage. La mission. Et voilà. Et en même temps, c'est un partage. Dans aimer, il y a aussi un partage. Mais c'est 40 ans d'expérience. C'est 40 ans d'une vie merveilleuse que j'ai adorée. Ouais. Bravo. Nous irons voir vos ouvrages. Donc le dernier, La liberté du commandement,
Donc je vous le conseille, je vous l'incrusterai à la fin. Loïc, mille merci pour votre contribution. J'ai été ravi merci pour cette faire votre jolie balade dans le jardin du Luxembourg. Oui, avec avec le Sénat derrière nous. Voilà, exactement. Merci en tout cas. Bon. À bientôt. À très bientôt. À bientôt.